Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Ambiance très politique ce week-end en Sologne. En effet, il n'y avait pas que la fête de la Violette, il y avait également la fête annuelle du Front National. Dites-moi, qui vient chasser en Sologne sur les terres de l'autre, le Front National ou la droite forte? Je crois que nous sommes sur nos terres partout. Et pour nous, c'était une habitude, en quelque sorte, de faire cette petite fête qui n'avait pas la même dimension. Il ne s'agissait pas de faire venir des ténors dans notre département pour cette occasion. C'est une fête que l'on fait en fin d'année un petit peu, puisque l'année politique, c'est un petit peu comme l'année scolaire. Hein. On parle de rentrée politique en septembre, ce qui sous-entendrait que cet été, on soit en vacances. Bon, ce qui n'est pas notre cas, j'avoue, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, de choses à préparer. Mais non, il y a eu une coïncidence de date. Hein, donc ça fait qu'on a parlé peut-être un peu plus de notre fête, alors que nous la faisons habituellement, pas toujours en Sologne, c'est une fête départementale, nous tournons dans le département, mais enfin nous l'avons déjà fait à cet endroit, donc voilà. Donc on va en parler évidemment du Front National, de votre fête. Auparavant, justement, un mot sur l'initiative de Guillaume Pelletier, de la droite forte en Loir-et-Cher. Guillaume Pelletier, que vous n'épargnez pas dans votre blog, vous l'appelez le petit arriviste récemment arrivé en Sologne. Vous parlez également de Girouette Pelletier. Il n'est pas le bienvenu dans le Loir-et-Cher, Guillaume Pelletier? Écoutez, je pense qu'il vient pour faire une carrière politique, effectivement, c'est son ambition. Il cherche une terre d'élection. Il cherche une terre d'élection, voilà. Et ses convictions, on peut en douter, parce qu'il a démarré sa carrière politique, il faut le rappeler, au Front National. Hein, et pas très loin de l'endroit où il se réunissait, puisque il avait fait une formation, à l'époque ça se tenait au château de Neuvy-sur-Balrangeon, hein, le Front National de la Jeunesse, dont il a fait partie, et il a été formé, on peut dire, à l'école des jeunes du Front National, et ensuite, pour des raisons d'opportunité, il est passé chez De Villiers, et bon, constatant que De Villiers a pratiquement arrêté il y a 2 ou 3 ans, après avoir rallié Nicolas Sarkozy, Guillaume Pelletier a rallié à son tour, et en espérant effectivement une place. Alors il a essayé l'Indre-et-Loire, mais ça n'a pas marché. Et en dehors de cette histoire commune, qu'est-ce qu'il y a de commun avec lui ou avec des gens, effectivement, comme lui? Est-ce qu'il y a des passerelles, finalement, entre la droite forte et le Front National, ou est-ce que non, décidément, il ne peut pas rien avoir? Je crois que la droite forte, c'est une tentative de réponse. Oui, c'est une tentative de réponse d'une partie de l'UMP à la montée du Front National. Mais la droite forte, c'est une illusion. C'est quand on voit, par exemple, en Loir-et-Cher, qu'un homme comme Nicolas Perruchot s'est inscrit dans ce courant politique, je crois que ça doit un petit peu faire sourire les Blésois. La difficulté de l'UMP, c'est que après l'illusion de 2007, où un certain nombre d'électeurs, y compris du Front National, ont cru aux promesses de Nicolas Sarkozy, qui reprenait une partie de nos discours, comme le fait aujourd'hui la droite forte, et ensuite il a très vite déçu. Et ces électeurs non seulement sont revenus au Front National, mais beaucoup de nouveaux électeurs, des gens de l'UMP, et d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui viennent chez nous, aussi bien du Parti Socialiste que de l'UMP aujourd'hui. Et aujourd'hui, Guillaume Pelletier et quelques autres, on voit M. Estrosi à Nice essayer de surenchérir sur les propos de Jean-Marie Le Pen, etc. Plus on est dans une région où le Front National fait des scores importants, plus la droite est forte, curieusement, c'est-à-dire qu'elle essaie de retenir ses électeurs, mais il s'agit d'un discours, parce que tout ce qu'ils préconisent, quand ils nous disent demain on va prendre telle ou telle mesure sur l'aide médicale aux étrangers, sur la sécurité, sur ci ou ça, ils ont été 10 ans au pouvoir de 2002 à 2012 avec la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, ils n'ont pas pris ces mesures. Alors ils voudraient nous faire croire maintenant que s'ils revenaient au pouvoir, ils les prendraient. Je crois que c'est une tromperie, c'est une imposture. Et bien, la coïncidence des dates fait que nous étions sur le terrain le même jour. Et bien, c'est l'occasion pour nous, effectivement, de dénoncer cette imposture. C'est une bonne période pour le Front National. Les résultats des élections partielles, sont plutôt flatteurs pour vous et encourageants. Oui, c'est très encourageant. Nous constatons une évolution de l'opinion. Nous la constatons très nettement et vraiment dans tous les domaines, puisqu'il y avait déjà des sondages auparavant, des enquêtes d'opinion, des baromètres d'opinion qui montraient que Marine Le Pen progressait en tant que personnalité politique et qu'il y avait une adhésion croissante des Français
au Front National, aux idées du Front National, à sa présidente, etc. Mais on dit toujours, bon, c'est des sondages, il faut les vérifier dans les urnes. Et il y a eu 2 élections successives qui ont montré, d'une part, une grande progression au premier tour, alors que tous les autres stagnent ou s'effondrent, et surtout, ce qui est nouveau, c'est une très forte poussée, une très forte progression entre les 2 tours des élections, puisque jusqu'ici, on nous disait, oui, même si on faisait un bon résultat au premier tour, nous avions peu de réserves électorales. Il y avait un front républicain en plus. Voilà, qui se mettait en place. avec ce pseudo-front républicain qui faisait barrage au Front National, et on avait une progression entre les 2 tours qui était toujours assez faible. Et on voit que, y compris la dernière élection à Villeneuve-sur-Lot, qui n'est pas pour nous un département où le Front National était très très fort. C'est des départements où on faisait entre 10 et 15% il y a encore 1 an ou 2 ans. Et entre les 2 tours, le candidat a gagné 20%, il a gagné plus de 7000 voix. Ce qui est absolument remarquable, ça veut bien dire que, ou des abstentionnistes, mais aussi des électeurs qui avaient voté pour d'autres candidats au premier tour, ont reporté leur suffrage sur le candidat du Front National au 2e tour. Donc c'est évidemment très encourageant pour nous. Et sur le terrain, comment ça se passe? Parce qu'à l'évidence, dans les urnes, vous avez des électeurs, des gens vous apportent leur soutien, sans doute de plus en plus nombreux en ce moment, mais est-ce que ce parti qui a des électeurs aura également des élus, des représentants? Parce qu'effectivement, peut-être que vous manquez de relais en même temps sur le terrain. Oui, tout à fait. Nous manquons de relais au niveau local, et c'est le grand enjeu de l'élection municipale de 2014. Puisqu'on a connu en 2008, nous aussi, un trou d'air, et aux élections municipales de 2008, nous n'avons pas pu présenter beaucoup de listes. Nous avions 2 en Loire-et-Cher, nous avons eu un élu à Romorantin, nous n'avons pas eu à Blois parce que nous n'avions pas atteint à l'époque la barre des 10% pour nous maintenir au second tour. Et cette fois-ci, en Loire-et-Cher comme ailleurs, nous aurons davantage de candidats et nous avons de bonnes chances, nous aurons des élus, ça c'est évident, dans un certain nombre de communes, dans un certain nombre de villes moyennes et de petites villes, parce que c'est aussi une nouveauté, nous sommes beaucoup plus nombreux aujourd'hui, avec beaucoup plus d'adhérents, beaucoup plus de cadres, et nous allons pouvoir avoir des candidats sur des listes, parfois dans les petites communes, moins de 1000 habitants, il n'y a pas d'étiquette politique, on fait qu'une liste, ou 2, mais il y a des cadres, des gens du Front National qui feront partie et qui seront conseillers municipaux, voire adjoints, pourquoi pas des maires de petites communes. Ça sera une nouveauté. Et puis au niveau national, il y a des régions effectivement où le Front National réalise des scores importants, que ce soit dans le Nord, que ce soit dans l'Oise, que ce soit dans le Sud-Est en général, que ce soit de l'Hérault jusqu'à la Côte d'Azur. Et où alors là, les grandes villes sont un cas particulier, et c'est une bataille politique très très difficile, mais dans des villes moyennes, la tranche des villes de 10, 20, 30 000 habitants, je pense que nous emporterons des municipalités. Et oui, vous l'avez dit, c'est quelque chose d'important pour donner à notre mouvement une visibilité, une crédibilité au plan local. Parce que les gens voient, il y a Marine Le Pen, mais il faut qu'au niveau local, au niveau du département, au niveau de la ville, on a des élus régionaux déjà, mais c'est pas très visible, et les électeurs ne voient pas, ne connaissent pas d'ailleurs toujours leurs élus régionaux. Mais aujourd'hui, des gens vous rejoignent en ce moment, des gens se manifestent auprès de vous pour s'engager en même temps, ce qui est une démarche qui va évidemment beaucoup plus loin. Oui, nous enregistrons, alors, sur un plan général, au niveau des adhésions, nous sommes en progression constante, puisque le Front National vient de dépasser la barre des 60 000 adhérents au niveau national, à l'époque du congrès de Tours, avant le congrès de Tours, l'élection de Marine Le Pen, je crois qu'il y avait un peu plus de 12 000 adhérents à jour de cotisation pour voter au congrès. Ça veut dire que c'est multiplié par 4 ou 5. Et cette progression se poursuit, ce qui peut paraître étonnant, parce que, hors période électorale, on sait que généralement, dans tous les partis politiques, il y a plutôt un tassement. À un moment d'une présidentielle, d'une grande campagne, on enregistre des adhésions, etc. Puis l'année d'après, quand il y a une année sans élection, il y a plutôt un reflux. Ce qui est le cas d'ailleurs de l'UMP. Nous avons des chiffres bien plus inquiétants que le rejet du compte de Sarkozy. C'est que depuis 1 an, le nombre des renouvellements d'adhésion est divisé par 3.
Ils ont 3 fois moins d'adhérents à jour qu'il y a un an à l'UMP. Parti socialiste, on ne sait pas, ils ne donnent pas de chiffres, mais actuellement, ceux qui ont une carte du Parti socialiste, ils ne la montrent pas trop, je crois. Hein, ils préfèrent rester discrets. Donc, et nous continuons en cette période creuse, hein, sans élection, sans enjeu électoral immédiat, nous continuons à progresser, à accueillir des nouveaux adhérents, et effectivement très variés. Des adhérents de toutes catégories, et notamment dans des catégories sociales que l'on voyait peu jusqu'il y a un certain temps, hein, dans des cadres supérieurs qui étaient réticents à s'engager dans un parti qui avait une connotation un peu trop marquée, hein, par rapport au langage politiquement correct. Eh bien, nous avons et nous aurons sur la liste de Blois des gens qui sont ingénieurs, qui sont cadres supérieurs, qui sont dans l'administration aussi, des fonctionnaires, vraiment toutes les catégories socio-professionnelles. Voilà, donc le Front National se prépare, il est en ordre de marche désormais. C'était samedi votre dernière fête avant 2014. C'est l'oraison municipale hein, maintenant donc qui vous occupe et vous préoccupe complètement. Ça veut dire que vous serez présent le plus possible dans les communes du Loir-et-Cher d'ores et déjà, ou est-ce que vous pouvez dire que vous serez présent avec des listes? Eh bien, nous avons 3 têtes de liste investies à ce jour, hein, puisque la dernière commission d'investiture était en juin, la prochaine sera en septembre. Donc, je l'avais déjà dit, donc j'ai été investi sur la ville de Blois pour conduire la liste. François Gabillas a été investi à Romorantin et Gérard Vigini à Salbris. Mais nous avons d'autres listes en préparation, hein, mais nous n'annonçons pas, d'une part, tant qu'il n'y a pas l'investiture et tant que on n'est pas certain quand même de constituer mais l'objectif, c'est d'être présent dans les plus grandes villes du département, Vendôme également, Vineuil, Mer et d'autres villes. Oui, on sait qu'on ne pourra pas être présent partout, hein, parce que le problème majeur est toujours de trouver une tête de liste. Il ne faut pas se le cacher. L'élection municipale, bon, s'il s'agissait de compter les voix du Front National, on pourrait présenter, C'est déjà une information en même temps, donc compter les voix. Mais disons, c'est pas suffisant dans une élection municipale. Et on sait qu'aux élections municipales, les gens votent pour d'autres raisons, n'ont pas les mêmes critères que dans une élection nationale. On l'a vu à Romorantin, où on fait un très bon score à l'élection présidentielle, on fait de bons scores législatifs également, au-dessus de 20%. Ça sera peut-être plus difficile dans une élection municipale où le maire sortant, quelle que soit son étiquette politique, est quand même le maire, il est quelque part apprécié on peut pas le nier, on peut pas nier la réalité, et les gens s'intéressent aussi, bien qu'il y ait des grands thèmes nationaux, les gens s'intéressent évidemment aux enjeux locaux. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut avoir des têtes de liste, des gens qui soient... Ça veut dire que vous ne venez pas pour figurer, pour arbitrer, mais vous venez le cas échéant pour gagner. Pas pour jouer le 3e rôle, mais pour jouer les premiers rôles. Et nous y sommes prêts, nous y préparons, nous formons nos candidats, et le but, oui, c'est dans le maximum de villes, dans un premier temps d'avoir des conseillers, quelquefois ça sera des conseillers d'opposition, peut-être davantage dans les grandes villes, mais d'accéder effectivement aux affaires dans un certain nombre de petites villes et dans des petites communes, mais d'être associé à une gestion municipale, que ce soit comme maire, comme adjoint. Nous voulons effectivement que des gens qui s'engagent et qui montrent sur le terrain que le Front National est capable de gérer une commune, etc. Avant de vouloir gérer la France, hein, il faut aussi en faire la démonstration. Dans une démarche ouverte, même si les gens ne sont pas militants, adhérents du Front National, ils peuvent vous rejoindre. Pourquoi est-il temps, Michel Chassier, on va parler de Blois, c'est la ville qui vous préoccupe, à vos yeux, que le Front National revienne au conseil municipal de Blois? Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment dans cette ville? On fait le même constat que nous avions fait lors de notre campagne de 2008, et malheureusement sans être entendus. Hein, les campagnes, curieusement, tournent parfois autour de sujets qui ne sont pas essentiels, mais les sujets qui focalisent la campagne. Et on avait fait quand même un bilan lors de notre campagne de 2008, et le titre de notre liste à l'époque c'était Blois Renaissance 2008. Ce qui sous-entendait que la ville de Blois était en train de péricliter, était en déclin, ce qui était avéré en 2008. Nous avions les statistiques fin 2007, alors que nous préparions notre campagne. Blois, c'était baisse de la population et un déclin démographique.
Pardon, déclin démographique et déclin économique. Et avec un appauvrissement par le départ d'un certain nombre d'entreprises et notamment de sièges, d'administration par le fait des réformes territoriales, etc. Donc un appauvrissement en même temps qu'une dépopulation. Et c'était pour nous le sujet essentiel d'avenir. On n'a pas été entendu. Et il y a seulement quelques mois qu'on a commencé à lire dans la presse locale que oui, il y a quand même un souci avec la dépopulation de la ville de Blois et que il faudrait y réfléchir. Mais moyennant quoi, comment retenir les habitants, comment refaire venir des habitants dans la ville-centre? Voilà. Ah ben c'est par le développement économique. Parce que c'est uniquement le développement économique, parce que les gens s'en vont pour deux raisons, parce qu'il n'y a plus d'emploi, ou du moins certaines catégories d'emplois, eh bien les gens sont obligés de s'en aller. Il y a une tendance effectivement de regroupement des activités économiques sur les grands pôles, et on le voit au niveau régional avec le schéma d'aménagement du territoire qui privilégie les grands pôles existants comme Orléans et Tours. Alors là où on va retrouver les sièges des principales, les sièges régionaux des grandes entreprises de réseau, évidemment, que ce soit public ou privé d'ailleurs, les grandes administrations, le regroupement des compétences, etc. Et ça vide petit à petit les villes moyennes. Blois, c'est vrai pour Blois, c'est vrai pour Châteauroux et d'autres villes moyennes. Mais il est possible de ralentir ou d'inverser le cours des choses, parce que c'est vrai que ces grandes métropoles sont attractives évidemment par rapport à cela. Il faut jouer utiliser les atouts dont peut disposer la ville de Blois. Nous le disions déjà en 2008. Nous sommes entourés par ces deux grosses métropoles, mais essayons d'en faire une chance, essayons de profiter de leur rayonnement pour en tirer un peu parti. Nous sommes à équidistance entre Orléans et Tours, à une demi-heure d'autoroute ou de train, quand il est à l'heure, de ces deux métropoles régionales. Et il y a autour de la gare de Blois, et depuis plusieurs années tout de même, une zone d'aménagement avec des terrains disponibles à des prix. Alors là, c'est là que la ville peut jouer pour faire de l'attractivité et jouer la concurrence, attirer des activités économiques autour de ce pôle gare qui devient petit à petit un pôle universitaire intéressant. L'INSA s'installe, voilà. Bonne nouvelle ça. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle, voilà. Il faut donc renforcer et conforter ce pôle par, je disais, des activités économiques évidemment plutôt tertiaires. On ne va pas mettre de l'industrie en plein centre-ville. Et à une demi-heure d'Orléans ou de Tours, de centre-ville à centre-ville, ça veut dire que installer ses bureaux près de la gare de Blois, pour quelqu'un qui habite Orléans, c'est pas plus loin que de prendre le tram pour aller à la source. Enfin, du moins en temps, c'est une demi-heure pour aller à la source par le tram, c'est une demi-heure pour venir à Blois au centre-ville. Et il faut donc essayer, c'est une idée, mais il y a beaucoup de choses comme ça à développer. Parce que si on ne fait pas revenir des emplois, si on ne fait pas revenir de l'activité, la ville va continuer à décliner. Et la ville de Blois actuellement, l'agglomération aussi, les liens sont forts, évidemment, et étroits, ne s'y emploie pas assez, ne prend pas le problème assez à bras-le-corps, à vos yeux. Nous n'avons pas l'impression, déjà depuis 2008, ce thème n'avait pas été abordé, on le découvre peut-être un petit peu, et alors, on essaie de retenir la population par des moyens un peu administratifs, artificiels, mais c'est pas ça qui va recréer de l'économie. Par exemple, en jouant au niveau de l'agglomération sur les plans d'urbanisme et mais on va essayer de favoriser avec aussi la loi Grenelle 2 sur l'environnement. Tout d'un coup, à une époque, on disait on va harmoniser, on va développer l'habitat et des petites activités sur les communes périphériques. Et maintenant, on est revenu il y a un partage de sort entre la ville-centre et les communes de l'agglomération, forcément. À Blois comme ailleurs, on dit pour limiter les déplacements, il faut faire revenir les habitants en ville et finalement, pratiquement, empêcher le développement d'activités économiques, de zones d'activité un petit peu partout dans les petites communes. Donc on essaie de forcer le jeu comme ça, mais c'est un jeu à somme nulle, parce que on a tracé un périmètre sur la carte. Alors on est content, on nous dit on a une agglomération de 100 000 habitants, on peut enfin peser
Sauf que on ne pèse pas plus qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. On a ajouté des communes. Mais si vous mettez tout le département dans l'agglomération, on pourra dire, tiens, Blois, une agglomération de plus de 300 000 habitants, on est aussi fort que Tours. Bon, on voit bien que c'est le caractère artificiel de tout cela. Alors Michel Chassier, on vous demande quelles sont vos préoccupations. Vous nous répondez démographie, développement économique, rayonnement de la ville. Alors qu'il y a quelques années, peut-être en tête, vous nous auriez dit immigration, sécurité. Le Front National change de thème, change de logiciel en quelque sorte. Mais nous avions, je le disais tout à l'heure, nous avions déjà développé ces mêmes thèmes en 2008. Malheureusement, je le disais sans être entendu, mais je crois non. Il y a deux choses, et ce sera les deux grands axes, je crois, dans notre campagne. Nous allons en parler prochainement. Nous allons faire un petit point presse pour annoncer les grands axes de notre campagne. Il y a effectivement l'avenir dont nous venons de parler, et qui est la préoccupation, je dirais, des responsables, des hommes politiques qui doivent regarder devant. C'est le cas, on le voit d'ailleurs en ce moment avec, on a du Loir-et-Cher de 2020, on a Région Centre, là il y a un plan Région Ambition 2020, etc. C'est normal qu'on réfléchisse à l'avenir en tant qu'homme politique et que ce soit une préoccupation. Mais pour les Blésois, il y a évidemment le présent, le quotidien. Et bien sûr, une élection municipale se joue aussi sur le quotidien. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. La sécurité, oui, nous allons en parler. Parce que, et nous l'évoquons souvent. Parce que c'est toujours un sujet. C'est toujours un sujet. C'est toujours un sujet. Il y a, alors évidemment, on n'a plus des zones aussi focalisées qu'avant. Il y avait des événements et des zones d'insécurité récurrentes et très, situées à des endroits que l'on connaît. Aujourd'hui, c'est différent. La sécurité, c'est, je dirais, répartie, c'est étalé sur un petit peu tous les quartiers de la ville. Nous ferons une cartographie, d'ailleurs. C'est difficile d'avoir des documents officiels, mais nous publierons une cartographie, car nous tenons le recensement des événements importants, que ce soit les feux de voiture ou autres. Et on voit qu'avant, en gros, on disait les feux de voiture, c'était à la ZUP. Maintenant, il y en a un peu partout, c'est répandu sur toute la ville. Et ça, c'est un phénomène dont les gens sont conscients, non, le problème de... Mais vous avancez des faits, des preuves, c'est pas uniquement des rumeurs, c'est effectivement des faits constatés ici ou là dans la ville de Blois qui vous font dire que cette situation est préoccupante aujourd'hui, la sécurité à Blois. Oui, comme partout. Oui, comme partout, à Blois, comme dans le département et dans les zones rurales, il y a une montée progressive, une généralisation, une banalisation de l'insécurité et que l'on constate à Blois, oui, et nous le dirons et effectivement nous essaierons de proposer des mesures pour que ce soit la police nationale ou municipale aient les moyens d'y répondre et avec une volonté politique derrière. Parce qu'on dit souvent il y a la question des moyens, il y a aussi la question de la volonté politique. On le sait dans un certain nombre d'affaires où l'autorité politique a toujours tendance à dire il faut calmer le jeu pour ne pas envenimer la situation, pour ne pas provoquer de nouvelles réactions, etc. Pour ne pas faire le jeu du Front National, souvent on entend. Aussi, voilà, et que ce soit les policiers et les gendarmes reçoivent des ordres de modération, de temporisation. On l'a vu il y a eu une affaire il y a quelque temps qui avait fait un petit peu de bruit à ce sujet à Onzain, où les gendarmes se sont quand même fait insulter, etc. Avec ordre il a fallu qu'ils aient beaucoup de sang-froid pour résister et tenir de telles situations. Alors ces sujets seront évoqués donc dans les semaines, les mois qui viennent à l'occasion de la campagne. Dernier mot, vous connaissez vos principaux concurrents, Marc Grécourt, le maire sortant, Jacques Chauvin, le chef de file de l'opposition municipale. La véritable alternative, vous dites c'est nous, sinon ce sera le changement dans la continuité? Oui, je crois que la démonstration a été faite. Alors, est-ce que Jacques Chauvin sera au final le candidat? On n'en sait rien. Puisque... Vous avez un autre nom? Apparemment, c'est lui qui est investi. Apparemment, c'est difficile, puisque l'UDI était pas d'accord sur son propre candidat. Alors, à côté de l'UDI, effectivement, il y a l'UMP, qui va, s'il représente une nouvelle fois Jacques Chauvin, ça veut dire que quand même, depuis des années, ils n'ont toujours trouvé personne d'autre pour le remplacer.
Et puis il y a l'inconnu du MoDem. Bon, la dernière fois, c'est quand même la liste MoDem qui avait largement contribué à faire tomber Nicolas Perruchot. Je disais récemment dans un article que qu'est-ce qui va se passer à ce niveau, on verra bien. Mais nous préoccupons effectivement de notre liste, et je pense que une alternance entre le Marc Gricourt et un candidat Jacques Chauvin ou un autre ne changerait pas grand-chose, parce qu'on l'a déjà eu, cette alternance avec le mandat de Nicolas Perruchot pendant 6 ans ou 7 ans, et il n'a pas changé, bien qu'il revendique aujourd'hui son appartenance à la droite forte, il a montré plutôt sa faiblesse pendant cette période, puisqu'il n'a pas osé s'attaquer aux problèmes, et on les retrouve aujourd'hui à tout l'héritage de langue, notamment ce qu'on appelait les vaches sacrées, et ça on n'a pas osé y toucher, et je ne sais pas ce qu'il ferait aujourd'hui, mais on voit, moi qui siège au Conseil régional, on peut constater le parfait accord qui existe en fait entre les deux formations. L'UMPS n'est pas une vue de l'esprit à vos yeux. Non, ce n'est pas une vue de l'esprit. Alors effectivement, quand on est en public, en séance plénière, il y a quelques invectives, quelques mots, des fois, des beaux discours. Mais quand on est là où on prend les décisions, la commission permanente qui se réunit tous les mois, mais c'est à huis clos. Alors là, ça va mieux, à huis clos. L'UMP vote 99,5% des rapports présentés par la gauche. À la limite, les écologistes s'opposent plus souvent au président de région que l'UMP. Voilà, et ça les gens ne le savent pas, effectivement, mais ça fait partie, donc on le sait. Voilà, c'est pour ça que la droite forte est une illusion, le retour de Sarkozy et tout ce qu'on veut, ça participe du même jeu politique, mais c'est une fausse alternance, et je crois que les gens quand même le comprennent, les électeurs l'ont quand même compris, enfin moi de plus en plus, on le voit, et ils comprennent que François Hollande n'arrivera jamais à redresser la barre, mais c'est pas pour autant qu'ils ont envie de confier les affaires à nouveau à ceux qui ont mis la France quand même dans la situation actuelle, parce que ils ont leur part de responsabilité. À suivre donc. Merci Michel Chassier d'être venu ce matin évoquer votre actualité, donc au surlendemain de votre fête à Nains-sur-Beuvron. Je rappelle que vous êtes conseiller régional et secrétaire départemental du Front National. Et pour en savoir plus, c'est vrai que vous avez un blog très fréquenté, le blog politique le plus fréquenté, visiblement, dans ce département. Absolument. Voilà, donc Front National 41, etc. Merci, bonne journée, à bientôt. Bonne journée.